Bonjour chers amis, contente de vous retrouver dans ce second numéro de l'Escabelle de Mona, le webzine mensuel qui met en lumière les personnalités exceptionnelles du pays catalan. C'est dans l'une des ruelles de Villefranche, l'incontournable cité médiévale du Conflent, que nous démarrons la première partie de cette émission. Classée parmi les plus beaux villages de France et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Villefranche du Conflent est l'un des sites majeurs des fortifications de Vauban et témoin de son incontestable génie. Et c'est dans ce patrimoine riche et naturel, au pied du Canigou, sous le regard du fort Libéria, entre murs médiévaux et cavités rocheuses, que l'invité de ce numéro se sent dans son élément. C'est pour vous révéler quelques indices le concernant que je vous laisse en compagnie des Catalans. Bon, j'y sais, pourquoi tu m'as fait venir? Mais quoi, chute, Fry? Tu m'as fait venir ici, à Villefranche, au bar du Canigou, chez Joël Ménet. Alors, magnifique, hein, le bar, un véritable musée des pompiers. Mais il faut quand même que tu me dises pourquoi. Je veux comprendre. Hein. Tu veux comprendre quoi, Phil? Ah, parce que t'es venu ici pour boire de l'eau, toi. En plus, j'espère que ta flotte, elle est fraîche. Hein. En parlant de fraîcheur, je te signale là que cette eau, elle a des milliers d'années. D'ailleurs, tu vas goûter, ça va te changer du jaune. Va. Allez, goûte-moi ça. Elle doit être périmée, du coup, ton eau, non? Mais non, pas du tout. Selon l'auteur de ce livre, l'eau met des milliers d'années pour aller de Villefranche à la mer. T'es sûr qu'il y a que de l'eau là-dedans, Fry? Attends, ça y est, j'ai compris. Ta nouvelle fascination pour l'eau, le bar des pompiers, toi, tu veux devenir soldat du feu et que tu me l'as même pas dit. Et que c'est ça? Bah, mais tu sais qui est l'auteur de ce livre? Mais non, je sais pas. Le premier docteur d'État en hydrogéologie de France. Ah, quand même! Il a même une avenue à son nom à Oupoul. Donc, le type, il est d'ici. Ben oui, bien sûr, sans ça serait pas l'invité de l'Escabelle de Mona. Ah, quand même! Tu le savais, toi, qu'une mer d'eau douce se renouvelle sous les Corbières? La fonte Estramar? Mais c'est ça. Même le commandant Cousteau y a déjà plongé. Le commandant Cousteau, tu dis? Et voilà. C'est énorme, Fry. Eh bien, tu vois, notre homme, il se bat tous les jours pour sonder ses fonds, afin de garantir de l'eau aux générations à venir. C'est pour ça qu'il faut l'aider. Eh bien, moi, je vais l'aider, tiens. Mais qu'est-ce que tu vas faire, Fry? Je vais vendre ma voiture de collection. Non. Si. Ma Fuego de 1986. Et combien tu vas la vendre? 100 000 100 000 francs CFA, j'espère. euros. Bon, tu sais quoi, mon Fry? On va essayer de trouver d'autres solutions, va. En attendant, trinquons à cet homme et respect. Ma Fuego. Aujourd'hui, nous sommes à Is-sur-Tête, au pied des orgues. J'espère que le sketch des Catalans vous a permis de reconnaître la personnalité du mois. Non, pas du tout? Alors laissez-moi vous donner quelques indices. Mon invité est né en Aveyron, mais il réside non loin d'ici. Son combat pour l'environnement et l'écologie est au cœur de sa vie. C'est pour cela que je me suis référée à Pierre de l'entreprise Cibio pour la composition du panier gourmand avec lequel j'irai à la rencontre de mon invité. Pour ton invité, donc j'ai fait un petit échantillon des produits que nous faisons. Des jus, dont un jus de pomme gingembre qui est un jus un peu plus exotique, des jus de pomme pétillants. Alors pétillant, ça veut dire qu'il y a des bulles dedans. Il y a des bulles dedans, Ça, donc c'est c'est original. plus rafraîchissant pour l'été. Et puis après, nos standards, quoi, hein. Donc ici on produit essentiellement de la pêche, donc un hectare de pêche jaune. Et ensuite d'autres petits produits. Comme je vous ai dit, Sympa. mon invité, il est très friand de tout ce qui est fruits. Puis je sais aussi qu'il est très attaché à l'agriculture biologique, donc ça tombe bien. Exactement. Puis ensuite, je sais que c'est un grand gourmand, donc je lui ai préparé des petites confitures de notre cru, donc une confiture d'abricot, une confiture de figue. Et puis aussi une petite compote de pommes pour les soirées d'hiver au bord du feu. Voilà. Et je vois Et après- qu'il y a même un gazpacho. Et après les légumes, ouais, donc ce gazpacho, donc qui est plutôt un produit d'été, mais bon, qui est aussi tout frais, sympa à boire. Et tout ça, c'est fait avec les fruits et les légumes C'est des fait, gens d'ici, des Voilà. producteurs d'ici. voilà, c'est fait avec nos fruits et légumes et c'est fait ici, donc dans le département, dans l'atelier Cibio. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Mission accomplie. Je suis sûre que mon invité va se régaler. Ben, j'espère, Et voilà. Et il a en plus ses 5 fruits et légumes par jour. c'est sûr. Peut-être même un peu plus. Bonjour Henri Salvert.
Bonjour madame, Bonjour monsieur, mon ami. enchantée. Vous m'avez donné rendez-vous ici, dans ce lieu, la grotte des Canalettes. On peut dire que vous m'avez donné rendez-vous presque chez vous. Oui, si on considère que c'est le milieu souterrain. Mais disons que j'ai été un petit peu à l'origine de la mise en valeur de ce milieu souterrain. Vous êtes docteur en hydrogéologie, c'est pas rien, et le premier de France. Vous pouvez me parler de cette aventure de la grotte? Toute cette histoire, elle est là dans tous ces panneaux. Il faut imaginer que là où nous sommes, là, ici, dans cette salle, il y avait, on touchait le plafond. Il y avait un éboulis, un gros éboulis. Et cet éboulis, monsieur, mon ami Edmond Delonca, avec qui j'ai exploré la grotte et découvert la grotte aussi, a créé cette salle exprès pour en faire une salle de conférence sur l'eau. D'accord. Donc, d'où l'exposition sur l'eau, et de temps en temps, on fait des petites réunions ici, là-dessus. Eh bien, écoutez, j'ai quelque chose pour vous, j'espère que ça va vous faire plaisir. Venez, c'est un petit panier gourmand offert par Pierre de Sibio, qui me dit que vous aimez les fruits, je le sais puisqu'on en avait discuté déjà. Je sais que vous aimez beaucoup les confitures. Et là, vous voyez, il vous a fait un bon panier gourmand. Voilà de quoi partir en expédition, hein, avec mon ami Gilbert, là. Henri Salvert, comment d'un mauvais élève orienté en fait, vers une formation professionnelle d'ajusteur-tourneur, vous devenez biologiste, botaniste, géologiste, pour finir premier docteur en hydrogéologie. Comment on arrive à... C'est quoi le déclic? À l'époque où l'on vivait, c'était à la fin de la guerre de 1945, donc on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, donc il fallait d'abord avoir un métier. Mais c'est surtout en fréquentant le musée d'histoire naturelle d'Avignon où j'ai tout appris, parce que j'étais mis en contact avec des gens qui s'occupaient de botanique, qui s'occupaient de géologie, qui s'occupaient de spéléologie, et c'est là qu'est née ma vocation. Là, on est dans la grotte des Canalettes. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Il y en a une humaine et une physique. Alors l'humaine, c'est qu'elle est née de la naissance de très grande amitié entre, d'ailleurs j'ai du mal à en parler, entre Edmond Delonca, qui était foreur, qui faisait des trous dans le sol, et moi, qui étais professeur à l'université. Quand je lui ai fait voir ici la grotte de Fuya, on l'appelait Fuya à l'époque, que j'avais explorée en 1957 avec Paul Largeron, c'était le coup de foudre. Au départ, on avait ouvert une entrée, mis des lampes électriques sur des roseaux cueillis à Sainte-Marie, et on a mis les gens de Sainte-Marie dans la grotte. Jusqu'au jour, il m'a dit, et si on aménageait la grotte? Il a tout vendu, et elle s'est investie 100%, tous les deux, dans l'aménagement de la grotte. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous pouvez rentrer dans cette grotte. Mon ami Edmond, je l'ai perdu, c'est pour moi une grande perte, je lui envoie tout mon amitié. Et le second aspect physique, c'est ce qui représente cette grotte. Il y a 450 000 ans, au-dessus, il y avait une forêt tropicale. Il pleuvait beaucoup. Le calcaire à cette distance-là a formé les grosses stalagmites, les grosses colonnes que vous pouvez voir là-bas. Autre originalité, c'est que sous vos pieds, vous avez un grand réservoir d'eau et que je pense que mon ami Jérôme, très grand spéléologue, se fera sans doute un plaisir de vous accompagner pour aller voir l'eau. Alors, Jérôme Durbet, Oui. d'Exploration Pyrénéenne. C'est ça. Nous sommes aujourd'hui devant les grandes grottes des Canalettes. Vous avez été mandaté par Henri Salvert pour m'initier à la spéléologie. D'ailleurs, vous êtes guide en spéléologie. C'est bien ça. Voilà, ça fait maintenant depuis mon enfance, depuis l'âge de 8 ans que j'explore cette grotte. Donc je connais les moindres recoins et c'est mon métier à part entière. Je fais tout le temps des sorties, aussi bien de spéléologie que de canyon, mais principalement dans ce réseau de Fuya Canalettes. Donc aujourd'hui, je vous propose une initiation, une découverte d'une partie de ce grand réseau et une traversée souterraine des grandes canalettes. Pour cela, on va mettre à peu près 3 heures. Tout un programme, c'est parti. Allez. Bienvenue donc dans la salle blanche qui a été découverte donc par Henri Salvert et Edmond Delonca. Ils ont fait à partir de cette salle blanche, ils ont découvert le reste du réseau dans la jonction au-dessus. Donc ici, cette salle particulièrement blanche, c'est que la calcite, c'est-à-dire
l'eau de pluie qui se mélange avec l'acide carbonique et qui dissout la roche calcaire qui nous entoure, va déposer des petits cristaux de calcite et former toutes les concrétions, donc les stalactites et les stalagmites. Et cette couleur blanche, on va dire, c'est plutôt la roche qui est pure. C'est plutôt quand elle est teintée qu'elle est due, les colorations sont dues à l'oxydation des divers minéraux et en particulier l'oxyde de fer qui vient teinter des ocres au rouge jusqu'au marron. Voilà. Historiquement parlant, on peut parler de combien de milliers d'années là? Alors c'est des moyennes, on s'entend sur des moyennes. Les fistuleuses, donc les macaroniques qui sont les plus rapides, on estime ça de 1 à 5 cm par siècle. C'est une moyenne. Et les grosses stalactites, celles qui ont été datées dans cette grotte au niveau du temple d'Angkor, à me souvenir, ça date de 200 000 ans. Et la roche calcaire qui nous entoure, environ 400 millions d'années. Donc là, on a un bout de l'histoire. Oui, c'est une époque très large, oui, c'est sûr. Allez, tu fais le tour donc de ce petit gour. On est où là, en fait, Jérôme? Alors ça y est, on attaque donc la partie spéléo. On vient de quitter la partie aménagée des grandes canalettes et les plateformes. Et donc maintenant, on va rentrer dans le réseau et on va descendre dans le collecteur principal, les galeries principales. Donc là, ça fait des petits gours, des petits bassins, avec des petits barrages. Donc l'eau, elle s'écoule du fond, voilà. Elle vient déborder et déposer des petits cristaux pour former le barrage, et ainsi de suite. Si quelqu'un retouche même dans un mois, voilà, on interrompt la formation. Voilà, très bien. Donc là, on vient de finir donc, le siphon de sable et on arrive dans la grande galerie du collecteur. Voilà, les volumes sont beaucoup plus grands. On a de l'espace. Imagine-toi qu'on a rampé une centaine de mètres. Alors là, Mona, donc on est face à nous, on a devant nous une colonne droite, pleine, d'accord, et à côté, une colonne tordue. Donc c'est une stalactite qui rejoint une stalagmite. Et vous avez vu donc, pour qu'elle se rencontre, elle a pris un parcours un peu tordu, un peu dans tous les sens, on dirait même en escalier. Vous avez vu, ça fait comme une forme d'escalier. Donc là, pareil, on pense que c'est dû au champ magnétique terrestre, qui a comme une électricité qui passerait de l'un à l'autre et qui influencerait le parcours de la goutte d'eau. Et c'est un phénomène assez rare. Hein, c'est ça, une colonne tordue comme ça, c'est assez rare. Sur cette stalactite, on peut voir plein de micro-excentriques. Comme nous, les spéléos, on est très romantiques, on appelle ça des cheveux d'ange. Fais attention. Je t'arrête Jérôme, juste pour te dire que je me régale, que c'est super. C'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension. C'est magnifique. Super. Ouais, le sportif, t'as vu la descente? Alors Mona, comment as-tu trouvé cette descente en rappel? Comment tu l'as vécue? Superbe, surtout que je voulais pas te mettre la pression, parce que normalement j'ai le vertige. D'accord. Alors je me suis dit, on va y aller, on verra après. Eh bien écoute, j'ai pas regretté, c'était génial. Ah, je pense que tu as soif. Ah bah ça, je peux pas te contredire. Hein. Allez, approche et on va aller jusqu'à cette bouteille de spéléo, cette bouteille en verre. Alors c'est quoi? C'est une bouteille en verre qui se remplit au goutte à goutte. Comme il y a des infiltrations de l'eau qui tombe du plafond, de temps en temps, on dépose des bouteilles. À l'époque, soit pour boire, soit pour remplir les lampes acétylène. Voilà. Donc elle est potable, je peux la boire? Celle-ci, elle est potable, tu peux la boire. Voilà. Sûr de chez sûr? Sûr et certain. Regarde, elle se remplit au goutte à goutte. Elle est excellente. Moi, j'ai toujours bu, je ne suis jamais tombé malade. Et en fait, on est dans un endroit qui est stérile, c'est ça? Il y a seulement la rivière souterraine qui, en débordant, peut rapporter des alluvions et apporter des organismes qui viennent de l'extérieur. Mais sinon, non, c'est un monde minéral, donc il y a très peu d'animaux. Et là, il n'y a ni microbes ni bactéries. Écoutez, on va boire à la santé d'Henri Salvert. C'est ça, c'est la mission d'Henri Salvert, c'est nous faire découvrir les eaux souterraines, le ruissellement, le goutte à goutte et en général l'hydrocartologie, l'étude des rivières et des écoulements souterrains. Alors regarde pour ça, pour qu'on voit bien comment ça fonctionne. On va
Tu peux garder ton casque, hein. Ah, Tu je peux le peux garder, le garder. je l'enlève moi, mais toi tu vas le garder. Ici une grotte, c'est une bonne cave. Hein. On peut conserver le vin à la regalada catalane. Voilà, on voit qu'elle a l'habitude. Hein. Excellente. Excellente, hein. Ah oui. Avec un petit jaune, avec un petit pastis. Rien que comme ça, elle est excellente. Rien comme ça, c'est mieux, t'as raison. Voilà. Ce fut vraiment magnifique, un voyage extraordinaire. Je te remercie beaucoup, Jérôme, et j'espère que tu as passé un agréable moment. Je n'ai pas été une élève un peu Voilà. embêtante. Ben, je suis heureux d'avoir partagé ma passion avec toi. On a découvert et c'est un peu une initiation et que tu reviendras pour découvrir la suite. On C'est faire un sûr. peu plus. Voilà. C'est sûr. Henri Salvert, on voit qu'il y a des photos ici en exposition dans la grotte des Canalettes. C'est quoi le message que vous voulez faire passer aux visiteurs, en fait, enfants et adultes qui viennent visiter la grotte des Canalettes? Eh bien, ce message se résume dans le titre de l'exposition. C'est « Je suis goutte, je raconte l'eau. Homme, fais attention, je suis goutte, je suis fragile. Donc fais attention à moi parce que tu as besoin de moi pour vivre. » Et c'est peut-être ça le message. Et tous les deux images où je suis gai, où je suis triste. Là, je suis là, abondante, je m'y baigne, je me laisse boire, je vous imbibe le corps, et là, vous me détruisez. Les deux messages sont là-dedans. Est-ce que vous me permettrez de vous suivre dans une de vos missions de trouveur d'eau? Ah oui, avec plaisir. Henri Salvert, aujourd'hui on est à Espira-de-la-Glie, on est au pied des Corbières, dans un domaine vinicole. Et donc, rendez-vous tenu, vous m'aviez dit la dernière fois qu'on allait partager votre passion, qui est de trouver l'eau. Alors regardez, je suis venue avec une bêche, prête à creuser. Ben, votre enthousiasme me plaît beaucoup. Quant à l'instrument avec lequel vous voulez chercher l'eau, disons qu'il date du paléolithique et que depuis, on a fait beaucoup mieux. Beaucoup Alors, mieux, ce sont des qu'est-ce qu'on appareils peut faire électroniques que je vais me faire un plaisir de vous faire voir si vous le voulez. Ah ben je vous suis. En l'occurrence, ici, on étudie la résistivité électrique des roches. Donc chaque roche laisse passer le courant différemment. On va faire à peu près 2800 points de mesure. C'est-à-dire que l'appareil va injecter du courant sur 2 électrodes et il va mesurer sur 2 autres le potentiel recueilli. Et donc, à la fin, on obtient donc ce qu'on appelle un panneau de résistivité électrique, de mesure électrique, où on a des différences de résistivité électrique. Où on interprète ces différences de résistivité électrique en termes de structure géologique. On voit des éléments de couleur rouge à jaune et des éléments de couleur bleu à vert. Et nous indique si cette roche est fissurée ou n'est pas fissurée. Par exemple, ici, la roche en bleu indique une forte résistivité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vide dedans, donc elle ne contiendra pas d'eau. Ici, la roche colorée en jaune et en rouge indique une grosse fissuration, donc il y a beaucoup de trous, et à ce moment-là, de l'eau peut s'accumuler. Pour moi, hydrogéologue, le réservoir d'eau potentiel se trouve bien sûr là où il y a du vide, plutôt que là où il n'y a pas de vide. Et là, on va avoir l'indication sur la position du réservoir à la fissure et une idée sur la profondeur des forages qu'il faut faire. À partir de là, vous pouvez aller chez un client et dire, ou chez quelqu'un qui veut trouver de l'eau dans son terrain, et dire, ben voilà, on sait que l'eau se trouve à tel endroit à partir de tant de mètres. C'est ce que nous écrivons dans les rapports. Mais c'est génial ça. Génial, je ne sais pas. Mais le but, c'est de trouver de l'eau. Nous sommes à la Villa du Flot pour la dernière étape de notre émission. Je vous ai suivi pendant presque une semaine dans vos activités en spéléologie, dans le monde de souterrain. Je confirme, l'eau c'est la vie, mais dans votre cas, j'ai envie d'ajouter, votre vie c'est l'eau. C'est pour cela qu'on va faire une interview au fil de l'eau. Alors si je vous disais la mer, qu'est-ce que ça vous inspire?
La mer, c'est la mer de l'eau, sans jeu de mots. Et c'est là où tout commence. La mer, ça serait deux formes. En fait, j'aime pas la mer calme. Ce que j'aime, c'est la mer avec les vagues ou la mer couverte de brume. Parce que quand elle a des vagues et qu'elle a brume, c'est qu'elle libère des gouttes d'eau qui nous seront vitales pour la suite de notre existence et en particulier pour alimenter tout ce qui est eau à la surface de la planète. Et dans votre enfance, vous aimiez beaucoup aller à la mer ou pas? La mer, j'habitais dans le Massif central, la mer c'était Charles Trenet si vous voulez. Hein. Par contre, ma grand-mère, sans jeu de mots, était à Sète. Et donc la mer pour moi c'était les canaux de Sète. Et je pense que lorsque j'avais 12 ans, pendant la guerre, sous le regard des Albans, je nageais dans les canaux de Sète. J'ai même fait la traversée de Sète à la nage, il y avait un concours à l'époque. Si je vous dis la précieuse et fragile goutte d'eau, ça vous inspire quoi? Je vois au Sahara, au Mali, au Burkina Faso, où je suis allé, des gens cherchaient de l'eau. Ici, une goutte d'eau tombe par terre, on ne fait pas attention. Là-bas, une goutte d'eau est absorbée tout de suite, elle disparaît. C'est peut-être ça, c'est la fragilité d'une goutte d'eau. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des gouttes d'eau sur une grosse goutte d'eau qui s'appelle la Terre. Et cette grosse goutte qui est dans la Terre se trouve dans la grande goutte de l'univers. Et nous cherchons à comprendre pourquoi tout ça existe. Et croyez-moi que lorsqu'on effectuait un forage, et moi je les vois ces forages, lorsqu'on effectuait un forage et que l'eau jaillissait dans le désert, enfin oui, dans le désert, hein, les gens qui étaient tout autour étaient plus contents, ils venaient me caresser la tête. Que ici, lorsque je cherchais de l'eau pour quelqu'un, et Dieu sait si j'en ai fait les forages, j'en ai fait 300, vous 300 m'avez dit. je crois. La première chose que font les gens quand on a fait un forage, c'est de goûter l'eau. Ça nous rapproche de la vie, de la nature, ça nous rapproche des autres, sans que ce soit péjoratif, des autres animaux. Donc c'est un geste universel, goûter l'eau. On ne se rend pas compte de justement cette fragilité et ce bien précieux qu'est l'eau. Et alors, quelque chose qui vous inspire beaucoup, la rivière, puisque vous avez sorti des livres concernant ça, la rivière. La première rivière que j'ai dû voir lorsque j'étais enfant, c'est la Sorgue d'Aveyron, avec des eaux glacées, les ruisseaux affluent dans la Sorgue, et là-dedans, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois des écrevisses, je vois des truites que j'attrapais à la main, sous le regard inquisiteur des Allemands, parce que la pêche était interdite, et vous imaginez, la pêche à la main était encore plus interdite. Et après, il y a eu les rivières de guerre. Les rivières de guerre, c'était en Avignon, près du Rhône, où j'ai vu les avions anglais bombarder le pont suspendu d'Avignon, et le pont suspendu d'Avignon s'écroulait et tombait dans le lit du Rhône. C'est là aussi où j'ai fait une compétition avec des plongeurs allemands qui se jetaient du pont Saint-Bénézé, c'est le pont d'Avignon, et qui se laissaient entraîner par le courant, par le Rhône, pour faire plusieurs kilomètres. Eh bien, petit Français très fier, on a dit on va faire mieux qu'eux, et ce sont finalement les Allemands qui nous ont repêchés parce qu'on était en train de se noyer. Vous étiez pas fiers. Ensuite, il y a eu d'autres rivières d'amour, de poésie. Je crois que les rendez-vous que j'ai pu avoir avec les jeunes filles, c'était au bord d'une rivière. Et il fallait toujours des rivières. Donc c'est romantique la rivière pour vous. Ah oui, mais ça c'est Lamartine. C'est Lamartine. En actualité, Henri Salvert, vous avez un livre qui sort bientôt aux éditions Balzac, Le journal d'un écologiste de campagne. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Donc j'ai voulu m'éloigner par ce titre de tout ce qui était universitaire et être celui qui était dans la campagne au sens propre. J'ai cherché de l'eau, j'ai bâti des projets. C'est avéré qu'il était nécessaire de protéger notre environnement et que le facteur numéro 1 qu'il fallait protéger, c'était l'eau. Alors ça a été la bataille de la RN 116. Ensuite, ça a été l'idée de créer des centres sur l'eau comme l'hydroscope, comme le lithoscope de Combert. Et puis, il y a eu les rivières surprises, celle de pouvoir découvrir pour le village d'Aupoul la rivière souterraine de Fontestrammar qui leur permet de s'alimenter en eau et qui a permis au village de conserver son activité et d'en développer certaines. En fait, c'est une actualité aussi puisqu'il s'agit d'un projet d'intérêt public et c'est un projet que vous menez avec un financement participatif pour la réalisation technique
du sondage du fonds Estramar. C'est-à-dire, plus concrètement, qu'est-ce que ça peut rapporter de sonder ce fonds Estramar pour l'humanité? L'opération qu'on appelle fonds d'Estranautes, pour parler comme les cosmonautes, a pour but de voir le volume. Quel est le volume des vides pleins d'eau qui sont situés sur ce massif calcaire? Ça, on ne le connaît pas. Et on saura quelle est la quantité d'eau renouvelable disponible pour l'avenir. Cette masse d'eau renouvelable, j'insiste là-dessus, sera susceptible de remplacer les eaux non renouvelables que l'on exploite à l'heure actuelle dans la plaine de Roussillon, Perpignan, Barcarès, Le Cat, pratiquement partout. Et donc, il faut que les gens se mobilisent pour la concrétisation de ce projet. Ben, c'est ce que je souhaite, qu'ils se mobilisent. Et je leur demande de nous aider. L'idée peut paraître utopique. Pourquoi aller mesurer la profondeur d'un trop plein d'eau? Mais le trop plein d'eau, c'est comme une carafe. De temps en temps, sur la table, vous regardez le niveau de la carafe pour savoir s'il reste de l'eau à boire. Alors là, nous avons par contre de l'eau renouvelable à l'échelle humaine et on pourra remplir beaucoup de carafes dans l'avenir. Henri Salvert, je vous ai suivi durant cette semaine dans vos activités. J'ai partagé votre passion. J'ai envie de dire que dans ce monde où le bon sens est celui du contresens, vous êtes la voix de la sagesse. Je deviens aussi adepte de la méthode freinée, puisque ça m'a permis, en faisant tout ça en votre compagnie, de comprendre l'enjeu que c'est, cette eau précieuse qu'il faut aller chercher au fond, justement, avec ce projet. J'espère que le message sera écouté. J'ai envie de vous remercier énormément pour le temps que vous nous avez accordé, qui est vraiment très précieux. Et vous avez été un invité exceptionnel. Merci beaucoup. Merci à vous, madame.